capitale de la République démocratique du Congo et sera pendant près de 2 semaines capitale de la francophonie, oui, parce qu'il s'ouvre ce vendredi 28 juillet, le 9e jeu de la francophonie ici au pays. Mais pendant ce temps, certains politiques ne capitulent pas, ils trouvent le moyen de continuer avec leur activité. C'est le cas de l'idée de Martin Fayulu qui prévoit le samedi 29 juillet un meeting au terrain Bouddha pour, dit-il, exiger l'audit du fichier électoral en vue des élections crédibles, libres et transparentes. Madame, ici on en parle de tous ces sujets dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité, qui reçoit pour vous le secrétaire général de l'ECID, Devos Kitoko. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maman Élisée. J'avoue, je dis au début de cette émission, je ne pensais même pas vous avoir, vous êtes tellement pris. Ouais, donc j'étais déterminé aujourd'hui à passer cette émission avec vous. Nous nous sommes ratés plusieurs fois et je me suis dit, non, il faut honorer la femme. Et aujourd'hui, je serai en face de vous. Bien plus la journaliste, hein. Ouais. Bien plus la journaliste, je me disais, mais je n'aurai peut-être plus jamais mon interview avec vous, overbooké, par rapport aux préparatifs liés à ce meeting, le 29, le samedi. Pourquoi un meeting pendant cette période? Le meeting qui devait d'abord être précédé par une marche citoyenne s'inscrit dans la logique de pression. Nous faisons la pression sur M. Denis Kadima, nous faisons la pression sur le gouvernement de l'Union sacrée parce que les Congolaises et les Congolais ont besoin des élections crédibles. Quand nous parlons des élections crédibles, nous entendons des élections libres, transparentes, impartiales, apaisées et inclusives. Et la manière dont Kadima est en train de conduire le processus en cours ne garantit pas la crédibilité de ces élections. Voilà pourquoi nous, les partisans du commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu, nous sommes victimes du hold-up électoral de 2018. Et nous ne voulons plus que le peuple congolais devienne une fois de plus encore victime de ce braquage électoral. Voilà pourquoi nous nous sacrifions en tant que politiques et nous nous battons pour un combat d'intérêt général et nous espérons que notre voix sera entendue. Et si les amis ne veulent pas comprendre que les Congolaises et les Congolais ont besoin de véritables élections et non pas d'un abattoir électoral, nous serons obligés de les contraindre à les accepter. C'est pas une fuite en avant. Vous saviez, vous vous êtes fait enrôler, contrairement par exemple au FCC qui est resté cohérent, qui a dit ces élections sans audit, sans la révision de la loi électorale, sans révision de la Cour constitutionnelle, ouais, on ne participera pas. Eux, ils sont restés cohérents. Mais est-ce que vous êtes devenus, comme diraient certains, des girouettes, versatiles? Vous ne savez plus ce que vous voulez quand même. Non, je crois que nous avons pensé à un moment donné de notre combat qu'il n'y a que des bêtes qui ne changent pas. Et qu'avec les différentes réunions, les différentes pressions, les différentes explications, les hommes sensés finissent par comprendre les bien fondés de travailler pour l'intérêt de tous. Mais hélas, on s'est rendu compte finalement qu'on avait tort de croire à ces changements-là. Et nous avons changé d'approche. Madame, les gens pensent que c'est une fuite en avant. Mais rappelez-vous, avril 2019, le président élu Martin Fayulu met sur la table de la classe politique congolaise une proposition de sortie de crise. Et plus tard, vers le mois, je crois, d'octobre-novembre, il revient encore cette proposition, la même année, 2019. Mais quel a été le contenu de cette proposition de sortie de crise? Nous avions dit qu'on devait organiser des concertations entre parties prenantes, se mettre d'accord sur les différentes réformes institutionnelles, parmi lesquelles les réformes électorales figuraient en bonne place, et on exigeait déjà
en 2019 l'organisation des élections anticipées. De votre côté, on ne va pas refaire l'histoire. Oui, les élections, c'est dans 5 mois. Mais c'est pour vous dire. Vous n'avez pas déposé les candidatures alors que vous vous êtes fait enrôler. Qu'est-ce qui justifie ce revirement? C'est pour vous dire que si on devait faire une fuite en avance, on ne devait pas, nous, en 2019-2022, réclamer les élections anticipées. Nous avons déjà été prêts pour les élections à la veille du hold-up électoral. Aujourd'hui, notre problème est clair et simple. Nous nous sommes rendus compte que M. Kadima, encouragé par son mentor qui l'a mis à la CENI, M. Antoine Félix Tshilombo, sont déterminés à frauder les élections, à tricher les élections et à accorder à M. Antoine Félix Tshilombo un deuxième mandat frauduleux. Nous ne sommes pas disposés à accompagner cette forfaiture. Voilà pourquoi. Assumez-vous. Dites que vous n'allez pas participer parce que Kadima va rester. Non. Kadima est là par la volonté des confessions religieuses. Ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous devons auditer les fichiers électoraux dont il détient. Sur base de quoi? On vous dit, vous en tant que qui, le parti politique décidé, doit auditer le fichier électoral. L'audit doit être animé par un établissement, un organisme international, compétent, indépendant, ayant une expertise avérée en la matière. Madame, en 2006, les SIAT, les comités internationaux d'accompagnement à la transition, nous avaient aidé à nettoyer les fichiers électoraux. Pas plus qu'avant. 2018, le général Sangari du Mali est arrivé à Kinshasa dans le cadre de l'OIF. Nous avons audité les fichiers électoraux de 2018 en présence des témoins de l'opposition de l'époque, de la majorité présidentielle et de la société civile. C'est une jurisprudence pour la création de la confiance mutuelle entre parties prenantes. Après, ça ne vous avait pas empêché de contester le résultat. Aujourd'hui. Ça ne vous avait pas empêché de contester le résultat publié par Nanga à l'époque. Oui, parce que les résultats ont été fabriqués. Donc le problème n'est vraiment pas l'audit. Non, le problème c'est l'audit. Parce que ces fichiers contiennent des personnes sans vie, des corps sans vie. Et risque de ramener vous faites le de graves affirmations. Oui, je confirme, madame. Ça risque de ramener le processus électoral au cimetière. Monsieur Denis Kadima, voilà ce que je vous dis et j'assume. Et s'il me contredit, qu'il ouvre les fichiers à l'audit. Monsieur Denis Kadima a pris une partie du fichier électoral de 2018. Il a collé au fichier électoral de 2023. Et ce mixage et brassage a pondu le faux fichier qu'il détient comme un objet fétichiste dont il ne voudrait pas que nous ayons accès. Comment il a procédé? Parce qu'il n'y a pas eu enrôlement avec les mêmes machines, c'est pas la même méthodologie. Madame, puisque vous affirmez qu'il a collé l'ancien fichier au nouveau, comment il a procédé techniquement selon vous? Comment il a procédé? Madame, c'est très simple à comprendre. L'enrôlement de M. Kadima effectué avec des machines Bilocost qu'il a ramené, je ne sais pas de quel contrat, ont eu des difficultés à fonctionner sur le terrain. Mais vous vous êtes enrôlé avec les mêmes machines. Ça, madame. Maintenant, ma carte n'a ni photo ni nom. Mais voilà pourquoi vous dites le FCC a été plus cohérent. Voilà, moi vous admettez, le FCC a été plus cohérent que vous. Oui, mais madame. Vous êtes fait rouler au fait. Mais je vous ai dit que nous avons cru que seuls les bêtes ne changent pas. Les hommes censés, à un moment donné, entendent les cris des autres pour changer. Dommage que ça n'arrive pas. Nous sommes fait arnaquer. Aujourd'hui, nous avons des cartons sans nom ni photo. Et le contentieux des listes des électeurs qui est une étape importante et légale du processus électoral inclus dans le calendrier de M. Kadima n'a pas eu lieu. Voilà pourquoi on nous rappelle à faire les duplicata sans toutefois compter le nombre de gens qui ont perdu les originaux. Ce que je voulais vous dire, madame, c'est qu'il y a eu un déficit d'enrôlement créé délibérément. Là où on devait enrôler un mois, on a enrôlé une semaine et demie. Ce déficit a été comblé par le copier-coller qui a été effectué là-bas à la CENI.
Si il pense que le fichier dont il détient ne contient pas 10 millions d'effectifs, 10 millions d'effectifs provenant du fichier de 2018, qu'on se mette sur la table, qu'on amène un organisme international indépendant pour auditer. Il y a eu des auditeurs externes qui sont venus et indépendants. Qu'est-ce que vous reprochez au rapport de ces auditeurs-là? Vous l'avez lu déjà, ces rapports des auditeurs externes? Oui, j'en ai, madame. Lu? Nous en avons. Oui, vous l'avez lu? Oui. Qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez au rapport? D'abord, la qualité des auditeurs. Ceux qui ont audité ces fichiers, ce sont des amis recrutés sur base de sa affinité avec M. Denis Kadima. Ce sont des amis. Il a pris une personne au Malawi, son ami en Afrique du Sud, et l'informaticien de l'hôpital général de Kitambo. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir des amis experts en une matière bien précise? Oui, madame, dans le cadre de ce contrat, où les activités... Ça pouvait être une coïncidence, non? Vous avez écarté cette hypothèse? Ces activités appartiennent à la nation et concernent les parties prenantes. Ce ne sont pas des activités qui appartiennent à un individu ou à une famille politique. Et la notion de passation des marchés dans notre pays obéit à une certaine réglementation. C'est pas que quelqu'un se réveille, il appelle un ami avec qui ils se sont connus. Aussi, même l'appel, ils se sont connus en Mauritanie et l'autre ils se sont retrouvés au Sénégal. Il n'y a aucune loi qui demande à la CENI, je dis on va essayer d'avancer, il n'y a aucune loi qui exige à la CENI d'organiser un audit externe. Ça, vous le savez. Oui, parmi les sources de droit, madame, il y a la jurisprudence. Donc ce n'est pas la première fois aujourd'hui que nous organisons les élections dans ce pays. Mais pourquoi vous ne considérez pas ce choix-là comme une jurisprudence? C'est déjà une tradition. Ça aussi, c'est une jurisprudence, le fait d'avoir choisi des auditeurs externes. Non. C'est une jurisprudence. Non, aussi. madame, j'ai dit ceci. Le problème des élections, c'est une question de confiance. Une question de confiance pour justifier des données qui ont été récoltées. Kadima n'a pas intérêt à ne pas nous mettre en confiance. Parce que nous savons de quelle manière il a accédé à ces fonctions-là. Il ne peut pas non plus vous forcer à lui faire confiance si vous êtes, entre guillemets, animé d'une mauvaise foi. Non, madame, il n'est pas question de mauvaise foi, parce que si nous, on était de mauvaise foi, on s'est précipité nous-mêmes pour être candidats. Parce que nous avons travaillé sur le terrain et nous sommes sûrs de notre ancrage social. Et voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans un combat pour la nation, parce que nous savons que le peuple est avec nous. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas à quel degré nous nous sacrifions dans ce combat ici. Pour les élections libres, transparentes, impartiales, apaisées, inclusives. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas vraiment de la blague qu'on se réveille le matin, qu'on prenne les diplômes, les dossiers, tout ce que vous avez, vous mettez de côté et vous commencez le combat pour la transparence. C'est pour la nation. Et il faut que les gens comprennent ça. Voilà pourquoi, madame, si le jeu de la francophonie était suspensif du calendrier des activités électorales, on pouvait suspendre notre meeting et nos activités. On va parler, on revient d'abord à l'audit du fichier. Dans la forme, vous reprochez à Kadima le choix des auditeurs externes. Dans le fond, vous qui avez lu le programme, qu'est-ce que vous reprochez dans le rapport produit par ces auditeurs? Madame, je vous dis que la forme corrompt le fond. La forme corrompt le fond. Donc vous n'avez même pas pris le temps de lire le rapport. C'est ce que j'ai dit, madame. La manière dont M. Kadima a recruté les soi-disant auditeurs ne nous remet pas en confiance. Ça, donc vous n'avez pas lu le rapport? Écoutez, madame, ça c'est un. Si le rapport parle les chiffres, on est à 47 millions, maintenant on est à 43 millions 900, quelqu'un, à peu près 44 millions, on a éliminé 3 millions d'électeurs. Mais dans les faits, madame, nous aurions souhaité des choses simples, prévues dans la loi électorale. Vous savez qu'après les activités d'enrôlement, il est prévu une étape qu'on appelle le contentieux des listes des électeurs. Mais pourquoi il a sauté cette étape? Mais il a dit que ça va être fait. Non, mais ce qu'il va faire, c'est l'affichage. Ce n'est pas le contentieux, c'est l'affichage. Le contentieux signifie que, immédiatement après l'enrôlement, vous affichez pour que les gens regardent l'orthographe de leur nom et consorts. Mais le rapport qu'on nous donne, le rapport reprend les chiffres. Or,
Quand nous parlons du fichier électoral, ce ne sont pas les noms qu'on compte, parce que les machines actuellement avec la technologie, on peut dupliquer, multiplier les noms autant qu'on veut. Mais l'audit du fichier électoral intègre les éléments qu'on ne peut pas changer, tels que les empreintes digitales. Voilà pourquoi les cabinets d'experts, ayant des expertises avérées sur le plan humain et sur le plan technique, peuvent bien, à partir des spécifications de la carte nouvelle qui est déjà en lambeau, découvrir les milliers de corps sans vie que Kadima a logés dans les fichiers Vous êtes électoraux. dans les procès d'intention, et c'est ça qui me, j'allais dire, m'effraie, surtout quand on parle des morts. Mais vous êtes dans des procès d'intention parce que vous venez de l'avouer, vous n'avez pas audité le fichier électoral, mais vous affirmez qu'il y a des morts que Kadima aurait greffé. Donc c'est ça aussi la difficulté qu'on a dans cette discussion. Je suis en train de vous mettre à défi. Moi, je suis un homme politique de premier rang. Je suis secrétaire général d'un parti. Je suis membre de la cellule politique de la Mouka. Je suis au front sur le combat politique. Et j'assume, si M. Kadima, je ne peux pas aujourd'hui vous dire que je tiens mon information de telle ou de telle autre source. Mais si M. Kadima pense que Devos Kitoko est en train de mentir, dans mon fichier, il n'y a pas 10 millions de fictifs tirés du fichier électoral de 2018 pour donner à l'Union sacrée la majorité des députés et accorder les mandats frauduleux à M. Chilombo, qu'il nous appelle et qu'il appelle la société civile et les gens de la majorité et qu'on amène un cabinet d'audit international compétent pour prouver que nous mentons. Vous savez que la preuve incombe à l'accusateur. Mais oui, je suis là. Madame, c'est à vous de nous montrer, de nous prouver que ce fichier-là, on a greffé 10 millions. C'est pas à Kadima. Il y en a 10 millions. Mais on ne demande qu'à voir pour croire. C'est vous qui accusez. Les preuves sont où? Madame, les preuves sont dans les fichiers. Mais un fichier que vous n'avez pas audité. Oui, madame, je vous dis que ce fichier dont Kadima détient, je vous donne une preuve. C'est son refus de le soumettre à un audit indépendant international. Nous sommes dans un domaine technique. Vous parlez de 10 millions et là vous nous ramenez à un refus. Bon, techniquement... Non, madame, regardez, là où nous sommes ici, je perds mon téléphone. Nous sommes qu'à 2. Ou à 3 avec le caméraman. Je perds mon téléphone. Nous ne sommes qu'à 2 ici, mon téléphone est perdu. On dit maintenant, on vérifie. Caméraman vient. On regarde dans les poches du caméraman, dans son sac, il n'y a rien. Madame vient. Non, moi, on n'ouvre pas mon sac. Mais madame, on ouvre. Non, on n'ouvre pas mon sac. Alors, madame, pourquoi vous ne voulez pas qu'on regarde dans votre sac? C'est que c'est là où se trouve le téléphone. C'est un raisonnement par analogie normal. Kadima ne peut pas expliquer aux Congolaises et aux Congolais aujourd'hui quelle est la raison fondamentale pour laquelle lui qui ne se reproche de rien, qui se dit intègre, ne veut pas que les fichiers soient audités. Kadima est en train de dire, si vous l'aviez approché depuis le début du processus, on aurait pu trouver un consensus autour du processus électoral. L'idée s'y prend un peu tard, à 5 mois des élections. Vous pensez réellement que si aujourd'hui on ouvre l'audit du fichier électoral, on réussira à avoir les élections le 20 décembre? Madame, Kadima a reçu les 4 candidats déclarés à l'élection présidentielle, signataires de la déclaration de Lubumbashi. Depuis le temps qu'il vous appelait, vous auriez pu le rencontrer bien avant, on aurait avancé. Hein? Nous avons trouvé un compromis. Mais Kadima ne peut pas se déquiloter. Ça sera la fin de sa carrière et la fin de la CENI dans sa configuration actuelle. Il le sait, madame. Le problème n'est pas dans Kadima. Le problème est dans la fausseté des fichiers dont il détient. Et le problème est dans sa volonté à tout prix de tricher en faveur de M. Chilombo. Moi, je parle de la question. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de rencontres avec beaucoup de personnalités des partis politiques de l'opposition? Pourquoi à l'époque vous n'aviez pas accepté de voir Kadima et vous avez accepté de le faire quelques mois avant? Non, mais M. Kadima n'a jamais exprimé la volonté de rencontrer les leaders de la résistance dans la formule qu'il a faite
dernièrement. Ah, donc il fallait qu'on vous reçoive à part, comme on fait avec les autres. Non, parce que vous êtes de méga leaders. Madame, Kadima vous appelle dans une foire de 800, 700 personnes où on mélange tout. On a plus de 900 partis politiques. On mélange tout. Et il sait très bien, madame, que les partis prenantes au processus électoral sont bien identifiables. Sont identifiables. Toute la mosaïque créée pour les besoins électoraux qui appartiennent à l'Union sacrée. Comment vous allez nous mettre autour de la table avec une majorité fabriquée des partis politiques derrière un seul individu? Mieux vaut traiter directement avec l'individu. Mais ça a toujours existé. Vous avez parlé de la jurisprudence tout à l'heure. Donc ce format-là existait aussi bien avant, il ne fait qu'appliquer. Vous voulez une chose de son contraire, apparemment. Et quand nous sommes allés avec le général Sangari auditer le fichier électoral de 2018 comme observateur, nous étions 3 délégations. L'opposition de l'époque, la majorité présidentielle de l'époque, et puis la société civile. C'était clair. Vous choisissez vos formats, vous dites ça, là, nous, on y va. Non, on veut ça. Le format, madame. Parce que le format des partis politiques, vous dites, nous, on ne peut pas se mélanger avec tout le monde, donc on ne vient pas. Quand on vous dit tel format pour l'audit de fichier électoral, non, ça ne nous convient pas. Donc il faut qu'on suive ce que vous dites parce que vous êtes sur la bonne voie. Mais madame, vous avez un parti politique dénommé Association de soutien à Fachi. Et on vous dit que en dehors de Fachi, vous êtes aussi en face de ces partis politiques. Vous faites quoi? Pourquoi aller faire une réunion avec un parti politique qui se dénomme soutien à tel au lieu de négocier directement avec... Est-ce que c'est en dehors de la loi? Est-ce que cette association est en dehors de la loi? Non, c'est ce que j'ai dit. Un parti politique qui se nomme Association de soutien à Fachi. C'est son droit. Alors, mais oui, mais maintenant là... Vous pouvez créer une association de soutien à Fayoulou. Oui, mais mon problème c'est quoi? À quoi bon que M. Chilombo traite avec une association de soutien à Fayoulou au lieu de traiter directement avec Fayoulou? Madame retenez, la crise politique actuelle, mais aujourd'hui en crise électorale, c'est une crise triangulaire née du hold-up électoral de 2018. Madame, ici dans ce pays, les gens sont en train de faire semblant. Le problème est triangulaire. Vous avez la famille FCC qui a volé la victoire du peuple, dont le symbole de la victoire est Martin Fayoulou, l'incarnation de la victoire de ce peuple. Et vous avez M. Chilombo qui est le symbole harceleur qui détient le pouvoir volé de Fayoulou. Donc ce triangle-là, FCC, l'Union sacrée et la Mouka, c'est ce triangle qui constitue les principales parties prenantes, les principaux acteurs de la crise. Quand vous voulez contourner que Kabila n'existe plus, Fayoulou n'existe plus, et vous prenez Chilombo considéré comme receleur politique, vous voulez le considérer comme acteur unique de la classe politique qui doit tout régenter, c'est déjà une mauvaise approche. Mauvaise approche selon vous, parce que vous dites triangulaire, vous êtes en train carrément d'exclure les autres leaders de l'opposition. Moi, je n'exclus pas. Bah ouais, quand vous parlez de triangulaire et quand vous avez cité, vous ne les avez pas cités. Donc, c'est plus complexe que cela. Donc, il faut élargir, arrondir un peu les angles. Non, je sais, mais je vous dis que chaque crise a des acteurs. Les acteurs principaux. Là, vous l'aviez dit. Oui. Vous l'avez dit. Mais je l'ai dit. Je vous dis que la crise, madame, est triangulaire. Nous sortons d'un chaos électoral. Nous appelons génocide électoral, dont nous avons été victimes en tant que peuple. Et ce génocide a été perpétré par le principal acteur, c'est M. Kabila qui a volé la victoire du peuple. Les victorieux de cette élection, comme je le disais au début de cette élection, on ne va pas refaire l'histoire. Président Tshisekedi, actuellement au pouvoir, a été proclamé président de la République. Il a la totalité de l'impérium. Il règne, il dirige et il va remettre son mandat en jeu. On ne va pas refaire l'histoire, mais ce qu'on veut, c'est savoir qu'est-ce qu'il en sera des prochains scrutins. Vous allez y participer. Oui, vous avez dit vous n'allez pas boycotter. À 5 mois des élections, si Kadima n'accédait pas à votre revendication, qu'est-ce que vous allez faire?
Nous avons déjà dit que sans fichier électoral fiable, pas d'élection en RDC. Ah, vous allez imposer votre volonté? Madame, s'il n'y a pas de fichier électoral fiable, il n'y aura pas d'élection au rabais dans ce pays. Il n'y aura pas une parodie d'élection dans ce pays. Vous vous préparez à s'aimer le chaos au pays? Non, on ne va pas s'aimer le chaos, madame. Nous avons très bien dit que nous sommes en train de préparer l'activation de l'article 64. Vous savez, notre force, c'est la perception que les gens ont de ce qu'ils considèrent comme notre faiblesse. C'est ça notre force. C'est quoi votre force? Notre force, c'est la perception que vous avez de notre faiblesse. Ouais, c'est quoi votre faiblesse? Notre faiblesse, c'est parce que vous croyez que nous ne sommes pas capables d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. Mais nous avons notre peuple. Nous avons le caractère et nous avons la conviction dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Madame, nous avons la foi dans ce que nous faisons. M. Tshilombo et M. Kadima n'organiseront pas de mauvaises élections dans ce pays. Il y aura de bonnes élections auxquelles nous allons participer et c'est les élections où la vérité des urnes va triompher et le véritable vainqueur sera proclamé. Est-ce qu'à 5 mois des élections, vous pensez qu'on peut avoir des bons scrutins? Madame, nous, ici, nous sommes en train de nous adresser au peuple. Nous avons besoin que la population comprenne. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons voter ou nous voulons élire? Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons besoin d'aller seulement aller déposer les bulletins dans les urnes, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'élection est à 80% électronique. Ou bien nous avons besoin que les gens qui seront votés soient proclamés. Nous, à l'ESID, nous à la coordination de la Mouka, nous n'avons pas besoin d'aller faire le théâtre devant les urnes. Nous avons besoin que demain, les institutions qui vont présider à la destinée de notre pays, que ces institutions et leurs animateurs soient légitimes. Et pour que les animateurs des institutions soient légitimes, nous avons besoin des élections transparentes, impartiales, apaisées et Est-ce qu'on peut inclusives. avoir ces élections-là en dehors de 5 mois? Nous avons besoin et nous croyons qu'il est possible d'organiser les élections dans les 5 mois et de respecter les délais constitutionnels. Parce que le 23 janvier 2024, qu'il y ait élection ou pas, le mandat de M. Antoine Félix Tshilombo prend fin. Moi, je veux bien que vous m'expliquiez comment vous comptez procéder. Parce qu'il y a la contrainte de timing, contrainte de temps. Vous avez refusé de déposer vos candidatures, on va en parler tout à l'heure. Quand vous dites qu'il faut l'audit du fichier électoral, ça demandera à ce qu'on puisse recommencer le processus de dépôt de candidature, des traitements. Est-ce que vous pensez qu'avec le calendrier qui est déjà serré, si on accède à vos différentes revendications, on va respecter le délai? On va respecter le délai, madame. Comment? Le compromis qui avait été trouvé avec M. Kadima, s'il était respecté, c'est qu'on devait ouvrir le fichier d'audit concomitamment. Pendant que les experts sont en train d'auditer les fichiers électoraux, les autres activités prévues dans le calendrier devaient continuer à être réalisées. Donc, c'est toujours faisable? Oui, mais c'est faisable, il n'y a aucun souci, parce que l'audit, c'est le contrôle. Mais quand on audite les fichiers électoraux, ça n'empêche pas à ceux qui déposent les dossiers de le faire. Nous, de la Mouka, si demain, Kadima ouvre les fichiers à l'audit, et nous espérons que ça peut prendre, les gens sérieux peuvent prendre 20 à 30 jours. Pendant ce temps-là, nous, dans une semaine, nous pouvons déposer nos dossiers. Ça n'a aucun effet. Si demain, on commence l'audit du fichier électoral, automatiquement, nous déposons nos dossiers. Les dossiers sont prêts, madame. L'ESID a démontré sa capacité d'être une machine. Parce que toutes les provinces, 31 provinces politiques de l'ESID sont restées intactes, unies avec les dossiers classés derrière le commandant du peuple. Ça, ce sont vos affirmations parce que selon nos informations, le bateau se vide. Le bateau ESID est en train de se vider pour se joindre à d'autres partis parce qu'ils se rendent compte que, bon, voilà, à la tête de l'ESID, que ce soit vous, M. Fayulu, vous voulez jeter des gens en pâture, vous ne tenez pas compte des gens.
Ils sont tous partis. Comment il s'appelle? Ados, Welo, Mambo. Le navire est en train de s'écouler. Heureusement, vous avez cité deux, vous êtes arrêté. Non, mais la liste, elle est longue. Voilà, madame. On nous parle dans l'est du pays, il y a beaucoup qui ont rejoint le parti. Non, madame. Il y a beaucoup. Madame, toute l'infrastructure humaine, politique, active et sidée intacte. Mais comme vous le savez, madame, Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a créé toutes les créatures n'a pas réussi à garder autour de lui tous les anges. Il s'est réveillé un matin, un des anges qui était le plus proche de lui a dit qu'il les quittait. C'est Satan. Et Dieu ne l'a pas écrasé. Il s'est contenté à dire il est descendu, malheur aux hommes qui habitent sur la terre. Mais Dieu avait la capacité de l'écraser, de le faire disparaître. Mais il est descendu. Ce n'est pas Martin Fayulu qui est humain dans ce processus où il faut prendre des décisions qui demandent les caractères et les convictions qui va retenir tout le monde. S'il y a eu sur 100%, si vous avez 2% qui se disent qu'ils n'ont pas de capacité nécessaire de continuer à résister pendant des temps plus longtemps encore, c'est pas grave. Mais notre capacité politique en termes de ressources humaines stratégiques est intacte, madame. Est intacte, vous avez dit, les 31 ou une partie, c'est quoi vous avez appelé 31 mouvements de votre parti politique à travers 31 régions. Nous avons 31 provinces politiques. 31 provinces politiques. Tous les secrétaires exécutifs provinciaux et leurs bureaux de toutes les 31 provinces sont fidèles à l'ECD. En 2018, certains, avec un peu de recul, reprochent à Martin Fayulu d'avoir manqué le coach en laissant partir le pouvoir. Ça risque de se reproduire en 2023. Madame, nous sommes... 2018, on risque de passer à côté. Vous savez, 2018, on était en face d'une immoralité politique. L'immoralité politique n'a pas de cœur. Les choses ont été planifiées, conçues de sorte que c'était un coup d'État électoral. Et c'est arrivé, et ça arrive dans tous les pays. Nous avons encaissé, et personne, madame, ne nous donnait 6 mois de résistance. Et les gens disaient, dans 2 mois, 3 mois, ils vont se fatiguer. Et les autres, un peu cléments, disaient que dans une année, nous allons disparaître. Madame, nous voici, à la 5e année, nous sommes debout. Aucun de nous n'a maigri dans la résistance. Nous sommes debout, courageux, avec des caractères forts et des convictions. Et comme nous avons commencé la nouvelle approche de notre combat, c'est le dernier virage. Et nous mettrons tout ce que nous avons comme énergie intellectuelle, matérielle, temporelle pour gagner ce combat. Pour gagner ce combat rapidement, qu'est-ce que vous mettez dans l'article 64? Il faut empêcher tout individu ou groupe d'individus qui tentent de prendre ou d'exercer le pouvoir en violation des lois de la République. Qu'est-ce que vous y mettez dedans? Quels sont les moyens que vous comptez utiliser pour empêcher? L'article 64 concerne le peuple congolais dans son ensemble. Nous sommes d'abord peuple, nous sommes d'abord nation. Il est exclu qu'un usurpateur qui a pris le pouvoir par fraude électorale nous impose sa loi. Je suis d'accord avec cette rhétorique, ok. Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous avez comme moyen? Le premier moyen, c'est la formation des masses, la sensibilisation, la mobilisation. C'est ce que nous sommes en train de faire. La mobilisation pour détruire, pour casser? Non, on ne détruit pas. Madame, la résistance n'est pas une mine de diamants où les cresseurs se servent des barres de mine pour casser les pierres. Non, nous sommes dans un laboratoire de stratégie politique et d'intelligence stratégique pour conquérir le pouvoir. Nous ne sommes pas dans une mine de diamants où on se sert des barres de mine pour casser les pierres, où on se sert des barres de mine pour casser les maisons, les voitures, brûler les biens de privés. Nous sommes des intelligences stratégiques. Je suis toujours en train de faire je voulais comprendre barres de mine, à qui ou à quoi vous faites allusion. On vous a habitué, madame Élysée, on vous a habitué à une opposition qui casse, qui brûle, qui viole, qui tue,
pour mesurer la grandeur et la fierté de l'opposition. Il y a une opposition qui nous mobilise aussi. Non, nous mobilisons, madame. Les dernières sorties. Rendez-vous. On n'a pas sorti, on n'a pas vu cette mobilisation. Il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Rendez-vous le 29 juillet. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, madame, dans 2 jours. Je vous donne rendez-vous samedi à 13h au terrain Bouddha, au quartier 1 dans la commune d'Ndjili. Vous allez vivre la légitimité. Ça ne se décrète pas, ça se vit. Martin Fayulu garde son ancrage social intact et vous allez le vivre. Nous allons le vivre. Le 29 juillet, c'est déjà dans 2 jours. On sera là quand même. Il y a Bissot. UHC sera là pour couvrir ces manifestations. En attendant, il y a une autre grande manifestation qui se tient actuellement au pays. Vous avez dit que vous êtes une opposition de construction, pas une opposition qui détruit. Est-ce que vous allez être là demain, vendredi, à l'ouverture du 9e jeu de la francophonie? Le Congo, notre pays, en termes démographiques et en termes géographiques, est le plus grand pays de la francophonie à travers le monde. Les jeux se réalisent chez nous. Il y a une organisation d'État où nous ne sommes pas officiellement invités, c'est que nous ne serons pas là. Ah, vous n'avez pas reçu l'invitation? Non, nous ne sommes pas invités. Mais comme ce sont les jeux qui se déroulent dans notre pays, ça se passe dans des chaînes de télévision. Il y a certes des séquences que nous allons suivre à la radio, à la télévision, c'est normal. La francophonie, ce n'est pas une activité d'un parti politique, d'un regroupement politique. Ce sont les activités internationales. Nous avons les pays voisins qui sont ici, les amis du Congo, les expériences qui arrivent. Voilà pourquoi, madame, parce que nous avons appris, donné certifié à l'appui, que les milices du parti au pouvoir s'organisent comme d'habitude avec des machettes et autres armes blanches. Vous êtes toujours dans des accusations pour nous infiltrer, madame. Mais laissez-moi vous expliquer. Non, mais vous êtes quand même sur mon plateau. Moi, je veux bien quand vous en pensez. Mais vous assumez sur mon plateau. Madame. J'aimerais bien avoir des éléments probants aussi. Hier, nous avons eu une réunion avec l'hôtel de ville et le comité provincial de sécurité. M. Ngobila, gouverneur de la ville, nous a dit l'axe où nous voulons marcher, c'est là où les délégations officielles qui viennent et qui rentrent vont passer. Nous avons la crainte que vous soyez infiltrés parce que nous vous connaissons de bonne foi. Vous soyez infiltrés par des gens qui ont des machettes, qui vont commettre des forfaits et les mettre sur votre dos et ternir votre image. Nous n'avons pas le droit de ternir l'image diplomatique très propre de notre champion, le commandant du peuple. C'est venu du comité provincial de sécurité en pleine réunion. Parce que vous voulez des preuves. Bah ouais, c'est toujours rassurant, c'est toujours mieux. Vous parlez, vous n'avez pas reçu l'invitation, vous n'avez pas besoin de ternir l'image diplomatique de votre président. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une invitation pour aller au stade de Martyrs? Non, madame, vous savez, à un certain niveau d'organisation, il y a des chefs d'État, je ne sais pas si... Non, attendons-nous, madame. Attendons-nous, madame. Vous avez des chefs d'État qui viendront, vous avez des délégations du gouvernement étranger qui viennent, mais il y a les organisateurs. Avant d'examiner si vous irez ou vous n'irez pas, il faut d'abord que vous soyez invité. Même à l'intérieur. Comme simple citoyen congolais, de vos Kitoko, simple citoyen. Moi, je ne suis plus à l'âge. Je suis plus à l'âge, au niveau d'études, au niveau des responsabilités politiques, d'aller me tenir dans la masse. Non. Je suis une personnalité politique, scientifique et sociale de ce pays. Qui a droit à un carton d'invitation? J'ai droit à un carnet d'adresse dont les autres vont chercher au Rwanda. Ça c'est vos propos. On va bientôt terminer, on se dit, c'est déjà ce vendredi 28 juillet au stade de Martyrs, la cérémonie d'ouverture du 9e jeu de la francophonie. Alors pour clôturer, moi, je vais vous laisser regarder la caméra et inviter d'abord les militants et membres des décidés qui sont congolais à venir nombreux au stade de Martyrs.
et de deux, de lancer votre appel pour votre meeting. Voilà. Ce que je peux dire aux Congolaises et aux Congolais qui me suivent, ce que je peux dire aux Kinoises et aux Kinois est que le samedi 29 juillet 2023 à 13h, il y a un grand événement à Kinshasa, au quartier 1, au terrain Bouddha. Le commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou va tenir un grand meeting. Meeting au cours duquel il va s'adresser à la nation. Il va définir et déterminer la marche à suivre pour gagner ce combat. Ce combat pour la crédibilité des élections. Ce combat pour la transparence des élections, pour notre dignité. J'invite les Kinoises, les Kinois, toutes les personnes épris d'un esprit de stabilité et de paix, qui veulent que le pays avance, qui veulent que les institutions de demain soient dirigées par des femmes et des hommes légitimes. Je vous invite tous à venir le samedi au terrain Bouddha. Les Jeux de la francophonie, c'est pour demain l'inauguration. Ce que nous demandons à nos militantes et à nos militants, c'est d'être disciplinaires, d'être de véritables citoyens, d'appliquer le civisme, les valeurs de citoyenneté, les valeurs d'humanisme que nous enseignons dans notre parti et de ne pas poser les actes de nature à troubler l'ordre public. Merci beaucoup. Donc, on rappelle déjà ce vendredi, il n'y aura pas de militants de tel ou tel autre parti politique. Ce vendredi, au Stade de Martyrs, nous ne serons que Congolaises et Congolais. Nous ne serons que la capitale de la francophonie, le premier pays francophone, pour honorer ce jeu de la francophonie de Voskitoko. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Élisée. On se dit au revoir, à très très bientôt. Et j'espère que d'ici peu, j'aurai encore le plaisir de vous avoir, si pas vous, carrément le président de votre parti, pour parler encore de la situation politique ici chez nous. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité.